Au Sénégal, on observe un jeu de ping-pong entre Macky Sall et Abdoulaye Wade. Karim Wade se retrouve au centre de la bataille. Augmentation de la bourse des étudiants au Sénégal, que pensent les bénéficiaires de l'initiative du président? Un micro-trottoir nous le dira dans ce journal. Épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola en RDC. Jusqu'à présent, pas de cas confirmés à Kinshasa, mais la population craint les risques de contamination. Présumée surfacturation au ministère du cadre de vie. Ce fut une conférence de presse de clarification. Le supposé non-lieu prononcé dans le dossier surfacturation ne l'aura été que dans la presse. Mais dans les faits, on croit l'ANLC, l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, le non-lieu n'a jamais existé. Mesdames et messieurs les journalistes, il n'y a jamais une décision de justice de non-lieu dans cette affaire au 29 mai 2018. Aucun juge n'a connu ce dossier jusqu'à ce jour, 1er juin 2018. La NLC nuance, le procureur de la République a par contre connu le dit dossier avec à la clé toute autre décision. Quand nous avons fait notre sortie, le procureur de la République s'est auto-saisi du dossier. Le procureur de la République a fait faire les investigations nécessaires. Le procureur de la République, qui je le rappelle n'est pas un juge, a classé le dossier sans suite en attendant que de nouveaux éléments parviennent à son niveau. La NLC prend hâte tout en se réjouissant de l'issue du dossier. L'autorité nationale de lutte contre la corruption n'a jamais saisi la justice dans cette affaire. L'essentiel était de sauvegarder les 328 millions. Nous avons atteint cet objectif-là, c'est bon pour nous. Désormais, pour la NLC, incident clos. Affaire surfacturation au ministère du cadre de vie, une affaire de régler, conclut-elle. Les travailleurs nigérians de la santé ont interrompu leur grève qui dure depuis 6 semaines. C'est ce qu'a déclaré ce vendredi un dirigeant syndical. Tous les travailleurs en grève ont reçu l'ordre de retourner à leur poste de travail dès le lundi 4 juin. Selon des dirigeants syndicaux, la grève a été suspendue en raison de la sympathie des syndicats pour les Nigérians qui souffrent. Elle vise également à ouvrir la voie à d'autres négociations. La décision de reprendre le travail a été prise après l'intervention du président du Sénat, Bukola Saraki, également médecin qualifié, qui a promis de former un comité parlementaire pour négocier avec le gouvernement. Pour rappel, les grévistes demandaient une hausse de salaire et de meilleurs services dans les hôpitaux. Concernant les bourses, c'est bien beau d'augmenter les bourses, mais il faut sans doute comprendre que cela ne peut pas nous faire oublier la mort de notre cher Fallou Sène. Certes, c'est bon d'augmenter les bourses, mais il faut aussi savoir que nous sommes dans un contexte électoral. C'est une situation électorale qui lui impose cela. Parce que quoi que l'on puisse, cela fera partie de son bilan lors des campagnes. Il dira aux Sénégalais qu'il a gâté les étudiants, il a fait ceci, il a fait ceci. Il a pensé à améliorer les conditions de vie des étudiants. Mais il faut qu'il sache qu'il a certes fait une bonne chose, mais les restaurants là ne sont pas praticables. On aimerait également qu'il fasse de son mieux pour qu'il réhabilite ces restaurations-là, afin que l'on puisse accéder à une alimentation meilleure qui est garantie de santé. C'est une mesure que nous saluons tous en tant qu'étudiants, parce que vous savez que l'étudiant accorde une importance donc, à la bourse. Parce que je l'avais dit l'autre jour, et ça faisait partie aussi de notre plateforme revendicative. Donc si le président vient aujourd'hui pour nous accorder quand même des privilèges qui relèvent de la bourse, je pense que nous ne pouvons que saluer cette mesure. Et au-delà de cela, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la majeure partie des étudiants, moi j'en ai vu, je vous donne l'exemple, j'ai vu même des étudiants qui, après avoir perçu leur bourse,
donc envoient une partie à leur famille et l'autre partie donc ils utilisent pour subvenir leurs besoins. Donc je pense qu'en tant qu'étudiant, si le président de la République vient quand même pour augmenter le prix des tickets et la bourse, donc en tant qu'étudiant, permettez-moi de vous dire que nous ne pouvons que saluer cette mesure. Christian Moma, secrétaire général du Parti national pour la démocratie et le développement PND, ne voit pas d'autres explications à l'incendie du portail et de la clôture du siège de son parti à Lubumbashi. Il y a la main du pouvoir. La nuit vers 1h du matin, des balles ont crépité à Lubumbashi, puis 2 jeeps remplis de militaires ont barricadé les voies menant à l'avenue Kasavubu pour permettre à des jeunes arborant des t-shirts à l'effigie de Joseph Kabila de s'attaquer à notre siège. Mais comme ces derniers n'ont pas pu défoncer la barrière, ils ont mis le feu sur le portail et la clôture de l'immeuble après avoir versé de l'essence, accuse Christian Moma. Ce n'est pas en détruisant l'image de Moïse Katumbi sur un mur qu'ils pourront l'arracher du cœur des Congolais, poursuit ce soutien de l'opposant candidat déclaré à la présidentielle en République démocratique du Congo. Cet incident intervient quelques heures seulement après l'arrivée dans la journée du président Joseph Kabila pour une visite de travail. Le chef de l'État congolais, dont le second et dernier mandat constitutionnel a expiré depuis fin 2016, devrait entre autres entamer une série d'inaugurations des bâtiments officiels, notamment le gouvernorat de province. Joint au téléphone, le général Paulin Kiongu, chef de la police dans le Haut-Katanga, n'a pas pu réagir dans l'immédiat sur cette attaque du siège du parti de Salomon Kalonda Dela, conseiller spécial de Moïse Katumbi, situé à quelques centaines de mètres seulement de la résidence du président Kabila à Lubumbashi. Bon, l'épidémie d'Ebola qui est déjà à la porte, même si ce n'est pas confirmé, comme l'a affirmé le médecin directeur de notre hôpital général de Mamaemo, qui a dit qu'il n'y a aucun cas suspect ici à Kinshasa, mais ce sont déjà des rumeurs, des soupçons. Alors, ce que moi je pense, Kinshasa contient beaucoup d'habitants. Que le gouvernement provincial d'abord puisse prendre ses précautions. Premièrement, c'est assainir la ville de Kinshasa. La ville est très polluée. Partout où nous passons, il y a de la saleté. Donc que le gouvernement puisse prendre ses précautions de faire l'assainissement de la ville, de conscientiser la population. C'est presque à la porte de Kinshasa, qui est la ville capitale de la République démocratique du Congo. Ce que je peux dire aux autorités provinciales, même au ministère de tutelle de notre pays, de pouvoir chercher le moyen préventif pour que cette maladie ou ces virus n'atteignent pas Kinshasa, de peur de retrouver un nombre très élevé de morts à Kinshasa. Sans surprise, le recours déposé le 24 mai dernier par Amizero Yabarundi, la coalition d'opposition emmenée par Agathon Rwasa, n'a pas abouti. La Cour constitutionnelle burundaise a validé jeudi les résultats prononcés par la commission électorale et consacré la victoire du oui avec 73,2% au référendum constitutionnel du 17 mai. Le pouvoir de Pierre Nkurunziza renforce ainsi sa mainmise sur l'exécutif à l'issue de ce vote controversé. Les membres de la principale formation d'opposition présente à l'Assemblée, seuls partisans du non autorisés à faire campagne, avaient dès l'issue du vote dénoncé des irrégularités, des cas de bourrage d'urnes et des actes d'intimidation, précisant qu'ils ne reconnaîtraient pas les résultats. La nouvelle constitution permet au chef de l'État, au pouvoir depuis 2005, de briguer 2 nouveaux mandats de 7 ans à partir de 2020. Le nouveau test donne par ailleurs la main libre au président Nkurunziza, qui concentrera désormais seuls tous les leviers du pouvoir exécutif. Le Burundi est plongé dans une grave crise politique depuis l'annonce de la candidature controversée de Pierre Nkurunziza à un 3e mandat en avril 2015. Les violences qui ont accompagné cette crise ont fait au moins 1200 morts et plus de 400 000 réfugiés entre avril 2015 et mai 2017, d'après les estimations de la Cour pénale internationale, qui a ouvert une enquête. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés a indiqué dans un communiqué que les trafiquants d'êtres humains en Libye auraient tué plus d'une douzaine de personnes et blessé beaucoup d'autres
Et ce, après qu'un groupe d'environ 200 Érythréens, Éthiopiens et Somaliens qui étaient maintenus en captivité eurent tenté de s'évader. Cet événement s'est produit le 23 mai dans la ville de Bani Walid, à 170 km au sud-est de Tripoli. L'agence de l'ONU précise que les migrants ont été tués par balle. Des sources locales et des organisations internationales avaient fait état de cette évasion fin mai. Tout en dénonçant les traitements inhumains à l'encontre des migrants, des associations locales qui avaient pris les migrants en charge avaient toutefois démenti les informations faisant état de mort. Selon les survivants, des personnes ont été abattues alors qu'elles tentaient de s'échapper et lors de tentatives de recapture. Les survivants ont dit avoir été torturés par des trafiquants. Certains avaient passé jusqu'à 3 ans en captivité. C'est le dernier incident horrible qui sort de Libye où, comme nous le savons tous, des gens sont détenus par des trafiquants dans des conditions terribles, souvent vendus comme esclaves. Le problème en Libye, c'est qu'il n'y a à ce jour aucun endroit où les personnes se trouvant dans cette situation peuvent être emmenées qui ne soient pas des lieux de détention. La détention est obligatoire pour toutes les personnes sans papier qui se trouvent dans le pays, qu'il s'agisse de réfugiés ou de migrants économiques. La ville de Bani Walid est un lieu de transit pour les migrants clandestins en route vers les côtes plus au nord. Selon un responsable local, elle compte une vingtaine de centres illégaux de détention ou de regroupement de migrants. Au cours d'une session spéciale retransmise en direct à la télévision d'État, la prestation de serment d'Abdel Fattah al-Sisi devant les membres du Parlement et du gouvernement a été saluée par 21 coups de canon. Des avions de chasse ont dessiné un drapeau égyptien dans le ciel du Caire et des hélicoptères militaires ont survolé le centre de la capitale au cours de la matinée, au moment où le président égyptien se rendait au siège du Parlement. Sisi, élu une première fois en 2014 après avoir destitué en tant que chef de l'armée son prédécesseur islamiste Mohamed Morsi l'année précédente, a été réélu en masse avec plus de 97% des suffrages exprimés et n'a eu aucune opposition sérieuse à affronter. Son unique adversaire, Moussa Mostafa Moussa, un homme politique méconnu du grand public, était un de ses plus fervents soutiens. 7 ans après la révolte de janvier 2011 qui a provoqué la chute du régime d'Hosni Moubarak, Abdel Fattah al-Sisi devra s'atteler à 2 défis majeurs pour son second mandat, la stabilité sécuritaire et le redressement économique. Il est régulièrement accusé par les défenseurs des droits de l'homme de violer les libertés publiques et de réprimer les opposants. De nombreux opposants et membres de la société civile ont encore été arrêtés sur des dires-bois. À 61 ans, la star de la rumba congolaise traîne devant les tribunaux. En effet, Koffi Olomide a été renvoyé le 31 janvier en correctionnel par une juge d'instruction de Nanterre. C'était pour des faits qui se seraient déroulés dans un pavillon d'Asnières-sur-Seine que l'artiste louait et où il hébergeait ses danseuses en marge des concerts ou des enregistrements dans l'Hexagone. Le chanteur est sous le coup d'un mandat d'arrêt international depuis 2009 puisque malgré sa mise en examen, assortie d'une demande de détention provisoire, il partit précipitamment de France. En février 2012, le même homme avait été mis en examen pour viol aggravé, dont certains sur mineurs de 15 ans, mais les chefs de poursuite ont depuis été modifiés. Marié et père de famille, Antoine Agbepa Mumba, de son vrai nom, est désormais renvoyé pour atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise par personne ayant autorité et pour séquestration. Mais ce n'est pas tout. Il comparaîtra aussi pour avoir facilité l'entrée et le séjour irrégulier en France des 4 plaignantes, toutes congolaises, et pour les avoir fait travailler illégalement en les sous-payant ou en les privant même de toute rémunération. Ce n'est pas la première fois que la star congolaise amaille à partie avec la justice.